Le début d'une grossesse, c'est toute une succession de détails, de moments qui rendent la situation réelle, bien qu'encore secrète. Il y a le besoin de réorganiser sa vie, de prendre des décisions, les angoisses, les petits signes physiques que le corps est habité, l'euphorie, les projections timides. Les parents se découvrent détectives, en quête des 1000 petits indices qu'un nouveau monde émerge. J'ai les seins vraiment énormes, durs. Franchement, j'ai des beaux seins. Comme je suis un peu angoissée de faire une fausse couche, je me touche les seins frénétiquement tout le temps. Un petit battement de cœur à BPM 120. Je regarde Hello, je lui dis mais c'est quoi ça ? Vous écoutez Dans la peau des parents, le podcast de Mustela qui part à la découverte de la parentalité. Je suis Brune Bottero et dans chaque épisode, je vous fais suivre étape par étape les 9 mois qui précèdent le chamboulement de la naissance pour Marion, Clara et Laure. Dans ce deuxième épisode, des échographies de datation, du vélo, des déménagements, un peu de sang, des kilos sur une balance. On pensait habiter ensemble avant que je sois enceinte, mais là ça accélère un petit peu les choses du coup. Clara, qui n'espérait plus tomber enceinte à cause d'ovaires polykystiques, se prépare à réorganiser sa vie à l'aune de cette grossesse inespérée. Et on se met à chercher un appart et il se trouve qu'on trouve très vite. On a beaucoup de chance parce que franchement, on n'est pas le meilleur dossier du monde, mais on a de la chance et on trouve un appart. Quand la grossesse débute, très vite, il faut faire des choix. Des choix professionnels, de vie, des choix médicaux. Une des étapes essentielles est le choix d'une maternité. En région parisienne, où habite Clara, il est même recommandé de s'inscrire dans une maternité dès le test positif, tellement les places partent vite. Moi, je vais accoucher donc le Bluet parce que ma mère m'a accouché là-bas et que c'est une maternité où les sages-femmes sont mises en avant, pas trop médicalisée, qui pratique l'avortement. Enfin, voilà, une maternité plutôt militante, voilà, un peu comme les Lilas, où donc je souhaitais aller être suivie là-bas et accoucher là-bas. Marion n'était pas en couple avec Maxime lorsqu'elle est tombée enceinte, mais malgré le scepticisme de leurs proches, cette grossesse sonnait comme une évidence pour tous les deux. Une fois la décision prise de garder cet enfant, on se rend compte qu'il faut vraiment qu'on prenne des décisions professionnelles, et de couple et tout ça. Et puis surtout, on a très envie d'être tous les deux, un peu isolés. On se dit que c'est bien pour reconstruire un couple. On décide de partir vivre à Madrid. Maxime, il avait eu une opportunité pour reprendre donc son métier d'ingénieur commercial qu'il avait mis de côté pendant son voyage. Et on trouve que c'est bien de partir vivre à l'étranger pour se retrouver tous les deux. Avant de partir à Madrid, Maxime doit suivre une formation dans le sud de la France en prévision de son nouveau travail. Marion et lui partent donc vivre pendant quelques semaines chez les parents de Marion dans les Bouches-du-Rhône, en attendant de pouvoir aménager en Espagne. C'est là qu'il commence les examens médicaux. Un moment clé pour moi de cette grossesse. Maxime m'a raconté le tout premier rendez-vous. Qui a eu un réel impact sur moi, c'était la première échographie. Où on a vu ce petit haricot à l'écran. Et c'était vraiment matérialisé. Ça se matérialisait, en fait, ça devenait concret, ça devenait réel. Et je me rappelle du gynéco qui nous a regardés et qui nous a dit... ce petit haricot, il va bien, hein. Il va bien et il est bien là et il va bien rester, quoi. Et puis, j'étais surtout très rassuré, je crois. C'était un mélange d'être rassuré et en même temps de la joie. Ça permettait de libérer la joie, en fait, qui, je pense, était cachée encore. Et le fait de savoir que tout allait bien, que Marion allait bien, que ce haricot allait bien, ça a débloqué quelque chose et je me rappelle avoir pleuré. Quand Laure et Élodie se retrouvent devant leur test positif, elles décident de se laisser aller à leur joie et leur étonnement que leur PMA ait fonctionné du premier coup. Elles ne veulent pas encore en parler à Alice et Louise, leurs 2 filles, qu'Élodie a eues d'une union précédente. Donc la grossesse commence et très rapidement, on arrive à l'échographie de datation. L'échographie de datation, c'est le premier examen, celui qui permet de vérifier si la grossesse est bien intra-utérine. Lors de cette échographie, on peut estimer la date de conception de l'enfant et donc la date de l'accouchement. Un rendez-vous qu'on attend souvent avidement, comme Laure. Et là, hyper impatiente parce que, a priori, on m'avait dit qu'on allait quand même peut-être voir quelque chose.
Mais je m'attendais absolument pas à ce qu'on entende quelque chose. Et là, tout, un petit battement de cœur à BPM, je sais pas, 120. Et je regarde Hello, je lui dis, mais c'est quoi ça? Et là, la sage-femme me dit, parce que j'ai été suivie par une sage-femme, bah c'est le cœur de votre bébé. Alors là, tu fonds en larmes là-dessus. Une émotion. Bah, tout d'un coup, ça devient réel, en fait. Tout d'un coup, voilà. Là, tu prends conscience et bah, que c'est vraiment parti, quoi. Ce qui montre que c'est vraiment parti, c'est aussi un état physique, encore invisible. Pour moi, c'est une fatigue incommensurable. Je dors tout le temps. Je fais des nuits de 12 heures, des siestes de 3 heures. Je m'endors à table quand un jour on se fait un resto et je m'endors après avoir fini mon plat sur la table. Je prends du poids. J'ai arrêté de fumer. Ça me demande un effort. Et du coup, je mange. Ouais, mais c'est la fatigue. Les 2 premiers mois, c'est la fatigue. Je sens un décalage avec Maxime. Lui, il est en forme, puis il bosse, il a un rythme tout à fait normal. Et moi, j'ai l'impression d'attaquer une période de ma vie où je vis pas normalement. J'aime bien dormir d'habitude, mais jamais à ce point-là. Je faisais du vélo, je prends plus le vélo. Je suis toujours un peu inquiète de perdre notre enfant, en fait. De faire un mauvais geste, une chute, quelque chose que je ferais mal. Mais je me sens beaucoup de responsabilité que lui n'a pas, et puis beaucoup de changements dans ma tête et ouais, dans mes habitudes de vie que lui ne vit pas. Et à ce moment-là, ça commence à creuser un écart, en fait. Parce qu'en fait, on est censé construire notre couple. Mais en fait, je me rends compte qu'on est déjà 3 et que on construit pas un couple comme on l'aurait fait 6 mois auparavant. En fait, on construit un couple à 3. Je suis pleine de questionnements sur le rôle de mère qui m'attend, notre couple. Une fois que cet instinct me dit c'est avec Maxime que j'ai envie de faire un enfant, après on se heurte à la réalité. Et dans la réalité, un couple, ça se travaille, ça se construit, et tout ça m'inquiète, en fait. Et lui, pas du tout. Et ça me rend dingue. Mais si, à l'intérieur, sa fatigue est immense, pour le monde extérieur, rien n'est visible. À part cette grosse poitrine, dans mon corps, je me sens pas particulièrement enceinte. Moi, je croyais que quand on tombait enceinte, le ventre poussait immédiatement. Ce qui est hyper naïf, en fait. Mais je savais pas que ça mettait si longtemps à sortir. Enfin, en tout cas, moi, je me sens très enceinte parce que, du coup, très heureuse par cette nouvelle. Très anxieuse aussi. Mais du coup, je suis très enceinte. Et par contre, j'aimerais que les gens le voient, j'aimerais que tout le monde le sache. Et non, j'ai pas de signe particulier à part la poitrine. Laure, en revanche, est très en forme. Déjà, moi, j'ai pas eu de nausées, j'ai pas été malade du tout. Le fait de se rendre compte et de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui grandit en soi aurait pu me faire arrêter d'aller au boulot en vélo, me faire flipper un peu, faire plus gaffe d'une façon ou d'une autre. Mais pas du tout. Voilà, moi, suite à ça, j'ai continué à prendre des risques, comme disait Hello. Mais bon, pour moi, j'avais aucune raison de me faire bouler plus que si j'étais pas enceinte. Ce qui ne rassure pas Élodie, la compagne de Laure. Ce qui m'inquiète, c'est la chute de vélo. Enfin, franchement, elle fait du vélo beaucoup. Enfin, son travail, il est à 13 km d'ici. Une grosse côte pour remonter. La circulation parisienne, c'est l'angoisse. Hello, elle a pris les choses en main, elle prend les choses en main, elle va m'acheter le bouquin, ou elle récupère un bouquin, la grossesse mois par mois, comment vous devez vous sentir, comment dans votre état d'esprit, dans votre corps.
pour elle, c'était important. Et en fait, c'est important de savoir un petit peu ce qui se passe. Et je trouve ça super à ce moment-là, parce que je lui fais une totale confiance du fait de ces 2 grossesses et de son côté maman sexy rock'n'roll que j'aime tant. Voilà, donc je suis confiante. Ma grossesse commence en me disant, voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, je suis coachée, Hello est là et j'ai pas peur, en fait. J'ai pas peur. Ce qui n'empêche pas Laure de sentir certains effets. Pas la fatigue, pas les nausées, mais l'agacement, fréquent. Psychologiquement, ça n'a pas toujours été super. Voilà, j'ai pu être assez désagréable, voire irascible. Et là, pareil, Hello était alors dans l'accompagnement, mais à me rappeler que c'est pas parce qu'on était enceinte qu'on avait le droit d'être con, qu'elle avait déjà été enceinte 2 fois, qu'elle avait pas pourri son entourage comme j'étais en train de le faire. Donc voilà, pas une fois de plus, elle qui m'encourageait à essayer de vivre au mieux cette grossesse, et c'était pas en étant con avec tout le monde que ça allait le faire, quoi. Élodie confirme. Je dirais que les premiers signes sont pas physiques chez Laure, effectivement. Parce que très sportive, un corps de rêve, ça se voit pas beaucoup. C'est plutôt le tempérament, dirons-nous, pour être poli. On va dire qu'elle était chiante, quoi. Enfin, c'était de l'impatience, de l'exaspération. Enfin voilà, on se connaît, hein, on connaît nos cycles, on sait comment ça se passe quand il y a un peu trop ou pas assez d'hormones. Je me rappelle moi aussi sûrement avoir eu ce côté d'exigence extrême. J'ai eu l'impression d'être assez compréhensive puisque j'avais vécu ça et de me dire voilà, ça va passer, ça va bien se passer, on va serrer les dents un peu et puis ça ira mieux, quoi. Il faut qu'elle vive tout ça de toute façon. D'autant qu'à la maison, Laure et Élodie vivent avec les 2 filles d'Élodie, Alice et Louise, qu'elles élèvent ensemble et qui ne sont pas encore au courant que leur belle-mère est enceinte. C'est plus compliqué avec les filles, je supporte moins. C'est vrai que les filles, à ce moment-là, s'entendaient pas très bien. Enfin, ça partait assez vite en cacahuète, mais au final, j'ai appris que c'était quelque chose de sœur et sœur. Voilà, c'était pas particulier à notre famille, hein. Mais le fait est que, voilà, moi, j'avais plus de mal à vivre certaines choses, donc l'ambiance à la maison n'était pas forcément toujours très chouette. Et puis voilà, ça blessait, ça touchait Hello. C'est pas, j'imagine elle comme ça qu'elle envisageait de vivre une grossesse de l'autre côté de la barrière, parce que finalement elle, ces grossesses, elle qui les vivait, là, elle était dans le rôle de l'accompagnatrice, donc ça a été assez particulier. La fatigue, la poitrine qui enfle, l'irritabilité, ce sont des signes auxquels on peut s'attendre sans inquiétude. Mais il y a aussi ceux qui sont redoutés, comme pour Clara. Un soir, à la librairie, peu de temps avant que ça ferme, il se trouve que je perds un peu de sang. Pas beaucoup, mais un petit peu, comme des petites règles. Et quand on est enceinte de 1 mois et demi, c'est quand même un peu inquiétant. Et surtout quand on vient de prendre la décision qu'on voulait le garder et que soudainement on perd du sang, on se dit quand même je fais une fausse couche. Donc je devais dîner avec une amie. Et je l'appelle et je lui dis, écoute, je pense qu'il va falloir que j'aille à l'hôpital parce que j'ai des saignements. Elle me dit, je t'accompagne. Et sur le chemin de l'hôpital, j'appelle Simon et je lui dis, voilà, j'ai des saignements, je vais à l'hôpital avec Lucie. Et il me dit, non mais j'arrive tout de suite. Enfin, je suis là. Enfin, j'arrive. Donc on se retrouve à l'hôpital. Et entre 3 femmes enceintes qui étaient prêtes à accoucher, qui avaient des contractions, qu'on avait l'impression qu'elles allaient mourir, et moi qui, saigne, mais ça va. Donc je suis prise très rapidement. Et donc je suis isolée pendant 20 minutes tout seule avec les 2 médecins et on me fait une échographie et il se trouve que en fait c'est juste que tout va très bien, simplement je fais pas une fausse couche, mais voilà, ça peut arriver de perdre un peu de sang au début de sa grossesse. Donc je sors des urgences vraiment heureuse avec mon ami et Simon. On va au restaurant tous les 3, ça se passe hyper bien, on est hyper heureux. Et ce qui a été un grand moment d'angoisse, en fait, a été un moment aussi où j'ai compris que Simon et moi, on était 2, quoi, et qu'on était ensemble, quoi, on allait vivre cette aventure ensemble et qu'on était 2. Et peut-être bientôt 3, mais que pour l'instant on était 2 et qu'il allait me soutenir et que j'avais quelqu'un sur qui m'appuyer quand ça irait pas. Ou quand ça irait aussi, mais qu'en tout cas, on allait partager ça ensemble. Et ça, c'était super. Au bout de quelques semaines de grossesse, une fois la formation de Maxime terminée pour son nouveau travail, Marion et lui partent enfin s'installer en Espagne. On part pour Madrid, hyper excités donc par l'idée. C'est vraiment un moment un peu euphorique pour nous 2. On est hyper contents de se retrouver que tous les 2, surtout que on était hébergés chez nos parents, donc on est contents d'être enfin seuls. Et du coup, on nous avait conseillé une maternité
privé pour le suivi de grossesse, avec qui on avait rendez-vous quasiment quand on est arrivé, quoi. Ce premier rendez-vous dans cette clinique, c'est finalement pas du tout passé comme espéré. On était trop contents de refaire une écho, puis d'envisager cette grossesse à Madrid, dans cet endroit-là. Et en fait, dès le premier rendez-vous, donc on nous avait conseillé un gynéco en particulier, qui s'est avéré être un gynéco très vieux. Et je rentre donc dans son cabinet avec Maxime. J'ai déjà la barrière de la langue, puisque Maxime parle très bien espagnol, parfaitement espagnol. Et moi, je vais pas dire que je parle pas un mot, parce que je sais dire hola, ¿qué tal, mais c'est tout comme, quoi. Et d'entrée, il regarde, m'examine, puis il me met sur la balance. Et il dit à Maxime, está muy gordita tu mujer. Ce qui veut dire, elle est très grosse, ta femme. Et là, c'est un moment horrible pour moi, parce que c'est pas du tout, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Puis je me sens hyper gênée d'être grosse, du coup. Il me demande combien je pesais avant. Là, j'ai pris 5 ou 6 kilos en 3 mois, sachant qu'effectivement, c'est pas censé être les mois où on prend le plus de poids. Et je me sens terriblement mal. J'ai les larmes qui montent, j'ose même plus regarder Maxime, je me sens honteuse, quoi. Et je me sens hyper en colère contre ce mec à qui je peux même pas répondre parce que c'est pas ma langue, quoi. Donc, c'est Maxime qui le calme un peu, quoi, qui lui dit que je suis pas du tout grosse et que c'est pas très gentil de se dire ça, en fait. Et bon, on fait quand même tout l'examen. C'est une maternité qui suit beaucoup de femmes d'un certain âge ou avec des complications particulières. Moi, j'ai 25 ans, je suis en bonne santé, il y a aucune complication a priori qui est là, mais du coup, je m'aperçois pas que je suis pas au bon endroit, quoi. À la fin de ce rendez-vous, je sors de là, j'éclate en sanglots et je dis à Maxime que je veux plus jamais voir cette personne, que je veux pas du tout avoir affaire à lui pour les prochaines échos, que je veux plus jamais qu'il me dise que je suis grosse et que je suis trop mal, quoi. Du coup, Maxime retourne le voir et lui dit, en fait, on veut pas continuer avec vous, donc faut que vous nous aiguilliez vers un autre gynéco. Chose qu'ils font à la maternité, ils nous donnent un autre contact d'une autre gynéco qui, en plus, elle parle français. Donc là, je suis trop contente. Et ce même jour, après l'examen de mon col et tout ça, on fait une écho. Et donc, cette femme, ma nouvelle gynéco, me fait donc la première écho de fin de premier trimestre, quoi. Et en fait, là, à l'écho, elle découvre qu'il manque, sur le cordon ombilical, il manque une artère. Normalement, il y en a 2. Et moi, j'en ai qu'une. Et ça l'inquiète beaucoup. Elle commence à nous expliquer que ça peut être problématique parce que ça peut générer des retards de croissance, voire des trisomies. Donc, elle nous propose de faire un test qui n'existe à ce moment-là qu'en Espagne. Donc, c'est l'équivalent d'une amyosynthèse, mais juste via une prise de sang, pour vérifier qu'il n'y a pas de trisomie et qu'il n'y a pas de problème particulier sur notre bébé. Dans la façon dont elle a présenté la chose, c'était hyper angoissant. Moi, j'ai eu super peur. Elle me dit que du coup, je vais avoir un suivi de grossesse particulier, qu'on va faire une échographie tous les mois. Et que du coup, on rentre dans une grossesse avec complications, quoi. On est sortis de là avec Maxime, on se dit que ça va être super long, le temps d'avoir les résultats, en fait, puisque j'ai pu faire la prise de sang juste après l'échographie, et puis il y avait 5 jours de délai. Donc pendant 5 jours, on cogite tout le temps. Donc pendant 5 jours, enfin surtout moi je stresse beaucoup. Et Maxime, pas tant. Maxime, il fait confiance à la vie. Et lui, il me dit que ça va aller, qu'il est sûr qu'il n'y a rien. Mais bon, moi, j'arrive pas à me raisonner. Voilà, j'y pense beaucoup. Puis les résultats tombent et tout va bien. Et pour moi, c'est trop bonne nouvelle.
ça m'enlève un poids plus que considérable. Et du coup, je recommence un peu à juste kiffer ma grossesse et être enjouée par tout ce qui arrive, quoi. Cet enjeu de trouver la bonne personne pour être suivie, celle qui saura nous rassurer, nous apaiser, ça a aussi été une réussite pour Clara, qui en avait bien besoin après ses pertes de sang. Comme je suis très angoissée, j'ai pris rendez-vous avec aussi des sages-femmes, ce qu'on appelle en ville, donc c'est-à-dire en cabinet en libéral. Et là, j'ai eu mes pertes de sang à peu près mi-novembre et début décembre, je reprends rendez-vous pour une autre échographie parce que j'étais stressée de cette perte de sang. Et donc, avec Simon, un matin, on arrive dans le 5e à Odéon, dans un super cabinet. Je trouve mes cabinets un peu au feeling, c'est-à-dire un peu les personnes qui ont des rendez-vous au plus vite. Voilà, donc là, je vais dans ce super cabinet attendre pour une échographie. Et l'échographiste adorable nous dit « Bon, alors, vous voulez voir votre petit chaton ?» Et c'est vrai que quand j'y repense, c'était vraiment un petit chaton parce que vraiment, il était minuscule. Et là, Simon, pour la première fois, va voir ce qui se passe dans mon ventre. Et donc, il y a un super grand écran, hyper beau. Et là, tout de suite, le fait qu'elle pose à peine sur mon ventre que l'image apparaît. Et Simon est un peu interloqué. Mais on pleure pas ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment un moment de... Oh, il me dit, ah, c'est maintenant, c'est ça. Ah d'accord. Il était un peu perturbé, mais en même temps, surtout la sage-femme nous rassure. Il m'explique mes pertes de sang, qui sont en fait l'œuf qui s'accroche et pas l'œuf qui se décroche. Et on sort de cet entretien hyper serein. On boit un café. Enfin, je bois un jus d'orange et Simon boit un café. Il appelle un peu ses frères et sœurs. Moi, j'appelle ma mère et on est content, quoi. Et c'est un peu de répit dans toutes les angoisses que j'ai pu avoir pendant ma grossesse, mais c'était un moment joli où il faisait beau. C'était l'hiver, fin d'automne. C'était un bon moment. Dans le prochain épisode de Dans la peau des parents, nous retrouverons Marion, Clara et Laure, mais aussi Maxime, Simon et Élodie dans le parcours de leur parentalité à venir. Parce que la grossesse n'est pas qu'une expérience intime, nous les écouterons sur leur rapport aux autres, au reste du monde, mais aussi à leur couple. Nous les observerons se projeter un peu plus dans la parentalité, se posant 1000 questions. Comment annoncer une grossesse à ses proches ? À son travail ? Ça change quoi d'avoir une fille ou un garçon ? Je suis Brune Bottero et Dans la peau des parents est un podcast de Mustela, produit par Louis Créative et réalisé par Anna Bui. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de Dans la peau des parents sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires.